Clap. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On Discute. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Monsieur Majada. Bonjour. Vous êtes le responsable de la cellule d'appui pédagogique, la CAP. Et notamment aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le portfolio issu de la réforme compétences. Et notre but, c'est de pouvoir revenir sur cet outil, sur comment on l'utilise, est-ce que les étudiants, est-ce que nous avons pu avoir accès et est-ce que nous pouvons comprendre la façon de l'utiliser et comment est-ce que cet outil va pouvoir nous être utile dans notre cursus. Et en introduction, nous allons faire juste un petit point, revenir sur la réforme compétences. D'accord. Pour revenir sur cette réforme, je me permets de prendre des retours d'étudiants. Donc nous avons demandé aux étudiants de nous faire un retour sur les réseaux de UTC Smile, pour ceux qui se reconnaîtront. La plupart des retours, l'épisode est axé sur le portfolio, donc nous n'allons pas nous éterniser sur la réforme compétences, mais d'abord nous avons un retour global d'étudiants selon les branches, mais qui a un ressenti face à la réforme compétences d'une réforme trop restrictive. Notamment peut-être une mauvaise répartition des UV nous permettant de valider certaines compétences. Par exemple, 3 ou 4 UV essentiels à un début de cursus qui ne valident qu'une seule et même compétence, et donc par la suite les étudiants se retrouvent contraints de choisir leur parcours, non plus selon leurs attirances ou leurs affinités pour un parcours, mais selon la réforme compétences. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds qu'ils ont partiellement raison. Je leur réponds par contre qu'il faut aussi bien mettre les choses en perspective. Concrètement, l'élément clé qu'il faut comprendre, c'est que la démarche compétence, elle nous a été imposée. On avait notre propre démarche compétence, qu'on avait commencé depuis longtemps, depuis 2016, pour simplifier, voilà, qui consistait essentiellement à objectiver les éléments de formation. On était plus dans la pédagogie. Et on nous a demandé d'être dans une approche compétence. Et dans cette approche compétence, le problème est relativement simple, c'est que ce qui nous est demandé par l'extérieur, c'est d'avoir une approche programme, c'est-à-dire de ne plus avoir notre approche de formation individualisée, de parcours à la carte, où chacun va picorer sur les UV, choisir et se faire son propre parcours. Et donc, on a dû mettre en place une démarche compétence qui a comme caractéristique d'être dans une sorte d'injonction paradoxale, préserver le modèle de formation individualisée, tout en garantissant que tous les élèves ont suivi un parcours capable de faire un ingénieur généraliste, sans exception. Et donc, toute la nuance va être dans le sans exception. À ça, s'est rajouté de la part des branches une réflexion sur l'employabilité réelle dans le secteur des étudiants. Ils avaient constaté qu'un certain nombre d'étudiants ne maîtrisaient pas les fondamentaux de la branche en sortant. Ils avaient d'autres compétences, bien classiques, ils savaient s'adapter, mais les fondamentaux en début n'étaient pas forcément maîtrisés. Et donc, du coup, ils ont renforcé ce qu'on appelle le parcours commun de branche. En disant, à la fin du parcours commun de branche, il faut au moins avoir vu ça. Donc, de fait, il y a une rigidification de l'offre de formation individualisée. Je parle bien d'une rigidification. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé à une approche programme, on est passé dans un entre-deux, entre la liberté qu'on avait auparavant, CS, TM, etc., on cherchait l'équilibre, connaissance, maîtrise, pratique, etc., à des compétences, c'est-à-dire une capacité à mettre en œuvre un ensemble de compétences globales qui définissent l'ingénieur généraliste. Et ça se fait au détriment, entre guillemets, non pas vraiment du choix pur, mais de l'anticipation. Très techniquement, c'est relativement simple. Vous êtes maintenant obligé, malheureusement, de choisir un peu plus en amont votre stratégie pour arriver à obtenir votre parcours de formation idéal. Et ce qui était un énorme avantage à l'UTC, c'est qu'il y avait une période d'indétermination assez grande. Cette période s'est réduite. Il vous faut mieux penser votre avenir, vous ne pouvez plus le choisir au dernier moment, au milieu, etc. Et là, malheureusement, c'est souvent le TN9, on en reparlera sur le stage, qui permettait de se dire « Oh non, c'est pas ça que je veux faire », ou « C'est plutôt ça », ou « Il me manque ça », et donc il faut que je réagisse. Et comme on était très souple, on pouvait jouer les choses. Là, on l'est un peu moins. Mais il faut comprendre que c'est un compromis entre une pression extérieure, un besoin ressenti par les enseignants et les branches, et la volonté commune des deux. C'est-à-dire la volonté des étudiants d'avoir bien sûr le parcours le plus libre possible de leur choix, mais la volonté aussi des branches de maintenir ce parcours, parce qu'ils ont vraiment fait le choix de tenter cette médiation, cet entre-deux, qui n'est pas facile à vivre pour tout le monde. Vous avez on voit bien les questions des étudiants, mais on a aussi les questions des enseignants sur le sujet, pour vouloir conserver le plus d'autonomie possible et le plus
le plus de liberté dans notre manière de faire le parcours de formation. Mais c'est un compromis, en effet. Les choix étaient très libres dans la façon de choisir ce que nous étudions à l'UTC. Nous fonctionnons par UV, donc chaque semestre, nous en choisissons à peu près 5 ou 6. Et donc les étudiants ont une réponse assez forte quand on vient réduire leur liberté quant à ce choix. D'un point de vue pédagogiquement, pas pédagogique pur, quel est l'intérêt d'une approche comme celle qu'on a à l'UTC en termes de compétences, en termes de développement de compétences de nos étudiants, et quel va être l'intérêt d'une approche programme comme le prône la CTI? Alors en fait, c'est relativement simple. La CTI, ce qu'elle prône, c'est l'employabilité. Une employabilité et l'employabilité immédiate, entre guillemets. C'est-à-dire que je sors de l'école d'ingénieur, on me demande de faire un cahier des charges, je sais faire le cahier des charges. On me demande de faire un budget, je sais faire un budget. On me demande de mettre en place un procédé, je sais mettre un procédé. On me demande de concevoir une pièce, un dispositif, je sais le faire. Pour ça, de façon générale, ce qu'on pense, et c'est vrai, c'est pas faux, c'est que il faut avoir vu la matière. Ça paraît de bon sens, ça paraît logique. Il se trouve qu'à l'UTC, le fait de laisser le libre choix fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Donc on pourrait se dire que c'est un manque. Mais ça serait ne pas voir ce qui se passe à l'UTC. Parce que ce qui se passe à l'UTC, c'est que premièrement, on ne voit peut-être pas toutes les actions dans l'enseignement, puisqu'on choisit, il y a forcément des trous. Mais il y a une deuxième partie de la vie à l'UTC qu'on ne voit pas trop, qui est l'implication, l'obligation même qui est faite au travers de l'activité extra-universitaire, de s'impliquer dans la vie associative. Et donc de développer des compétences qui permettent de le faire. Je vous prends un exemple, ce que vous êtes en train de faire. Vous développez des compétences techniques de l'ordre de la médiatisation qui vous permettront par la suite de pouvoir assurer devant un comité de direction, devant ceci, devant cela, dans votre capacité à poser des questions, à réfléchir, etc. Ça, les étudiants le développent soit de manière technique, dans la construction d'un véhicule, dans la conception d'un bateau, dans tout ce que je peux voir à côté, soit sur des activités plus, ce qu'on appelle compétences transversales, on va y revenir. Donc, ou gérer la gestion d'un budget quand on est président d'association, d'après, c'est surtout ce que dit le BDE, c'est un élément important. Voilà. Donc vous voyez bien que si on considère que les UV d'enseignement, il y a peut-être des trous. Si on considère l'ensemble du dispositif, il y en a beaucoup moins, entre guillemets. Le troisième élément qu'on oublie souvent dans l'UTC, dans le premier, ensuite, la culture scientifique, les UV scientifiques, mais le deuxième, c'est tout ce qu'on apprend à côté et sur lequel on est encouragé à s'impliquer et à mettre en œuvre. Et le troisième, c'est tout simplement un élément très simple, c'est que le parcours de formation vous oblige systématiquement à être proactif, à réagir, anticiper, négocier. Alors, au plus bas, on pourrait appeler ça de la débrouille. Ce qui est un peu le cas. Et au mieux, on pourrait appeler ça des métacompétences qui vous permettent de vous adapter à n'importe quel type d'organisation. Et que demandent les entreprises, au-delà de savoir faire un cahier des charges, s'adapter à l'organisation. Donc concrètement, si je reprends l'exemple du cahier des charges, si vous avez un service qui est capable de s'exprimer clairement sur le cahier des charges, voilà, le travail est fait. Si ce service a un peu de mal à s'exprimer parce qu'il ne maîtrise pas la technique, parce qu'il a des problèmes organisationnels ou parce que simplement humain, affectif, il a des problèmes à vous parler ou à parler de votre dispositif, vous, à l'UTC, vous avez appris à gérer ces trois situations au travers du choix d'UV, au travers des collaborations entre branches différentes, au travers des parcours. Et donc, vous savez mieux vous adapter. Et ça ressort. Dans toutes les enquêtes qu'on fait, ces métacompétences, elles sont plébiscitées chez les UTC1. Et même dans les rapports de stage, dans l'enquête à 2 mois, quand on demande comment ça s'est passé à 2 mois, ça ressort. C'est un étudiant qui s'est débrouillé, qui sait s'adapter, etc. Donc, paradoxalement, on développe des métacompétences qui permettent de gérer. Mais en même temps, il faut savoir faire un cahier des charges. On est d'accord. Et donc, ce système de compétences a justement pour but de pouvoir formaliser les compétences que les étudiants développent. Beaucoup des retours, et c'est là où on arrive sur le sujet qui m'intéresse vraiment, est mais à quoi ça nous sert d'avoir un concept en plus de compétences au sein de notre scolarité. Beaucoup ont du mal à percevoir parfois l'utilité de ce concept, et je pense que c'est le portfolio, l'objet de ce podcast, qui va pouvoir peut-être donner cette réponse sur comment l'étudiant doit valoriser ses compétences. Je me permets donc de lire un retour d'étudiants sur l'outil du portfolio, qui va nous servir de base, je pense, pour développer ensuite, qui est: le portfolio est un outil présent, mais il n'y a aucune explication de comment s'en servir, même si c'est plutôt intuitif, ce n'est pas directement expliqué.
Et surtout, il n'est pas forcément à jour. Il y a eu des réformes qui ne sont pas toujours affichées, et réformes dont on a été informé par les élus étudiants et non l'administration. C'est un retour que j'ai eu. Oui, c'est Le un retour. portfolio a été mal compris. Oui, il était mal compris. Et tout ce qui a été dit, c'est pas faux, et c'est pas tout à fait vrai, il y a des choses, il y a des petites nuances, mais c'est pas faux parce qu'en fait, le portfolio, je vais vous l'expliquer en fait tout simplement, c'est un problème, vous l'avez très bien explicité, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on n'a jamais géré à l'UTC. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les départements, la direction de la formation et de la pédagogie, tout le monde met en place quelque chose de nouveau et qui appartient à personne et qui est à tout le monde en même temps. Donc on a un problème d'acteurs, concrètement, qui informe, qui en parle, qui le gère, qui le porte, qui communique sur le sujet, puisque c'est réparti entre plusieurs éléments. Et ça, il faut se remettre dans ce que je viens de dire précédemment. Tout ce que je vous ai dit sur ce qui fait une différence entre un UTC1 et une autre école, c'est cette capacité à avoir des métacompétences développées par le parcours, dont les étudiants ne se rendent pas compte, parce que pour l'instant, ils les gèrent plutôt, ils s'en rendent compte plutôt au niveau du stage. C'est là où ça fait la différence. Sauf que ça, personne ne l'a jamais formalisé. On le sait, on en parle, on l'évoque, on le vend, mais on ne l'a jamais formalisé. Or, quand l'extérieur, les organismes de stratification, etc., nous demandent « Parfait, vous me dites que vous le faites, mais montrez-le-moi. » C'est le principe de la qualité. Je mesure que ça existe et je mesure comment on l'obtient. Et là, on s'est retrouvé, non, on n'a jamais mesuré, on n'a jamais regardé. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne l'a jamais fait parce qu'on fait des enquêtes de satisfaction des entreprises, donc on sait qu'on a un retour. Mais il n'y a rien qui prouve que ces compétences ont été acquises dans l'UTC ou qu'elles étaient déjà présentes dès le départ chez les étudiants. Ce qui est évidemment un entre-deux. Il y a des compétences déjà acquises et des compétences qu'on développe. Mais elles sont vraiment beaucoup plus développées à l'UTC. Et on n'avait rien pour le mettre en place. Donc par rapport à ça, soit on mettait en place une usine à gaz, avec des UV, des obligations de faire des examens qui permettaient de mesurer les compétences transversales. Donc des examens associatifs, par exemple. Par exemple, ou simplement des simulations. Alors, ce qui est en partie fait, une TESADA, par exemple, qui sont apparus récemment, qui sont des projets étudiants autour d'un projet associatif, ça existe. Oui. Ça peut en faire partie. Ça peut en faire partie. On oublie trop souvent qu'on a les PR et les TX, oui, qui permettent de valider des compétences transversales aussi, et très fortement. Et ça, c'est des atouts qui existaient déjà à l'UTC. Et les PR et les TX, c'est aussi des formes de développement de ces fameuses métacompétences. On a déjà pas mal de choses. Sauf que on n'avait rien qui systématisait, qui permettait de montrer une traçabilité en termes de qualité. C'est vraiment la problématique. Donc le portfolio, c'est tout simplement le moyen de prouver que chaque étudiant de l'UTC a bien développé ses compétences par une traçabilité. Et on s'est dit, plutôt que de mettre en place des examens lourds et compliqués, parce que les métacompétences, c'est contextualisé. Dans certaines entreprises, on va avoir des exigences sur la notion de rigueur très très fortes, dans d'autres moins. L'important, c'est que la compétence soit adaptée au contexte organisationnel. On s'est dit, on va simplement travailler sur la traçabilité, sur le fait que l'étudiant va formaliser petit à petit son parcours de compétences. Et là, quelque part, il va faire acte, à la fois pour lui, on va en reparler peut-être au moment du stage, d'une capacité à valoriser mieux ses métacompétences plutôt qu'elles soient perçues a posteriori, a priori les vendre un peu plus. Et en même temps, il travaille pour l'UTC. C'est-à-dire qu'il contribue aussi à ce que l'UTC valorise ce parcours de formation et permette de le conserver. Donc c'est vraiment un outil de traçabilité dans lequel on demande à l'étudiant d'identifier, de formaliser les choses. C'est évidemment pas quelque chose de très drôle, c'est écrire, formaliser sa pratique, c'est jamais très drôle, mais on lui demande à la fois pour qu'il puisse, lui, mieux s'en servir, et à la fois pour que l'UTC puisse mieux montrer à l'extérieur les atouts, et donc limiter au maximum une approche strictement programme, mal pensée, pas adaptée au développement des métacompétences. Peut-être pour débroussailler un peu ce qu'est le portfolio, bien sûr, je pense qu'à l'écran on mettra quelques illustrations du site web, qui pour le coup est assez intuitif sur l'usage. Je propose que nous fassions une petite tac au tac. Donc on va vous proposer une vingtaine de questions et je laisse la régie préparer un chronomètre afin qu'on puisse vous laisser 1 minute afin de répondre à ces questions-là. Évidemment, après nous pourrons revenir dessus à la fin de cette minute. Attention, top. Le portfolio est réservé aux artistes. Faux. Si déjà un bon CV, un portfolio ne servira à rien. Faux. Un portfolio est indispensable. Non. Un portfolio se limite aux compétences techniques. Surtout pas. Un portfolio est réalisé après le premier stage. Il vaut mieux l'anticiper. Faire un portfolio, c'est un peu narcissique. C'est pas faux.
On ne met pas ses échecs dans son portfolio. On les valorise. Le portfolio est évalué. Non. Un portfolio n'est là que pour faire beau. Ça serait vraiment dommage. Un portfolio de plus de 3 pages n'est pas regardé. C'est pas fou, c'est vrai, un portfolio de plus de 3 pages n'est pas regardé. L'élément clé, c'est que le portfolio est une base de communication. Ce n'est pas un document de communication. Les recruteurs ne regardent que les titres et les photos. Ou ils confient ça à une intelligence artificielle. On y reviendra après. C'est ok de mettre des mèmes dans son portfolio, donc des images rigolotes. Ça peut être très original. Le tout, c'est de toujours en situation de communication, adapter sa communication à son interlocuteur. Le portfolio, c'est juste là pour donner du travail en plus pour les étudiants. Surtout pas. C'est plus facile de mentir dans un portfolio. On se retrouve toujours à affronter les choses. Un portfolio, c'est nécessaire pour travailler à l'étranger. Ça dépend des pays. Il y a quelques pays qui insistent beaucoup plus sur ce genre de choses, le Canada, quelques pays qui insistent vraiment, dans lequel c'est vraiment des outils très utilisés. Donc ça dépend des pays. Il vaut mieux un portfolio qu'une lettre de motivation. Les deux sont... Non, les deux sont des choses différentes. Un portfolio peut inclure des projets personnels. Bien sûr. Et l'ENT permet de trouver facilement le portfolio. Ça, je ne sais pas. C'est à l'usager de le voir. Bon, je pense qu'on a peut-être dépassé un peu la minute. Très franchement, la minute, mais c'est pas grave, les questions étaient intéressantes. La dernière question sur l'ENT, c'est parce qu'on l'a recherché ce matin et qu'on a mis un peu de temps avant de trouver le portfolio. Je pense que c'est que du détail technique. C'est un conglomérat de questions autour du portfolio. Pour vous, maintenant, le portfolio, qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? Pourquoi peut-être l'utilisons-nous mal? Ou pourquoi est-ce qu'on a eu du mal à communiquer aux étudiants l'utilité du portfolio? Et quel est l'avenir du portfolio? Comment est-ce que vous aimeriez voir les étudiants l'utiliser? Alors maintenant, je peux y répondre. Je ne pouvais pas y répondre il y a quelques mois. Maintenant, on a... Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la démarche compétence est une démarche itérative. Comme je vous ai dit, on a vraiment pas... L'UTC a vraiment choisi de faire un entre-deux. Donc, c'est quelque chose d'un peu difficile pour tout le monde. À la fois parce que les étudiants vont avoir plus ou moins de liberté, à la fois parce que nous, on doit faire des compromis, trouver des éléments. Et donc, on est en train systématiquement de retravailler sur le sujet. Mais l'élément clé qu'il faut retenir, c'est que le portfolio, on n'a pas suffisamment pensé... On a pensé la communication, mais on a pensé que la communication allait suffire. En réalité, on n'a pas pensé à le gérer en termes d'organisation avec des responsabilités, etc. Donc, pour l'instant, le portfolio, c'est un outil qui a 2 fonctions. La première fonction institutionnelle, c'est montrer la traçabilité. Je comprends qu'un étudiant, ça ne l'intéresse pas trop. C'est un peu dommage parce que ça serait bien qu'il pense à ceux qui vont venir derrière, quelque part. Montrer la traçabilité, c'est maintenir l'offre de formation individualisée. Pour montrer la traçabilité, c'est que l'UTC soit capable de justifier auprès d'instances telles que la CTI du développement de métacompétences de la part de ses étudiants. Exactement. Et montrer que c'est dans le parcours de formation. Et que c'est prévu par la formation. Que c'est prévu par la formation. C'est ce que nous, on a cité, c'est quelque chose de bon sens. Montrez-moi que vous donnez la meilleure formation possible. Oui, ça me paraît tout à fait logique. Sauf que comme c'est quelque chose qu'on fait hors cadre UV, en partie, ça se fait à la fois dans les UV, à la fois dans les projets, dans les TX, les PR, dans le monde associatif et dans tout le reste. Mais voilà, il faut quand même le formaliser, parce que c'est pas tout à fait la même on n'est pas sur le modèle classique. On n'est pas sur un modèle pédagogique classique et donc on le formalise par le portfolio. Et la deuxième utilité du portfolio? Eh bien, en fait, elle est pour vous. Elle est pour vous en tant qu'étudiant. Vous êtes dans un monde de plus en plus concurrentiel au niveau des recrutements. Ce qui fait la différence, c'est pas trop la technique, paradoxalement. Ça peut l'être, vous pouvez être très bon en technique. Ce qui va faire la différence, comme je vous le disais, ce que les entreprises ont recherché, c'est des gens qui sont capables de s'adapter à des organisations qui sont en perpétuelle évolution, qui sont capables de s'auto-organiser, qui sont capables d'être proactifs, de faire une différence. De plus en plus, on va peut-être reparler de l'IA à un moment donné, l'IA va remplacer des outils, des procédures, voire des métiers, des fonctions. Mais ce qu'on ne va pas remplacer, c'est l'aspect humain. En tout cas, pas tout à fait. Donc la question qui va se poser, c'est comment moi je peux mieux vendre ces métacompétences, qui sont tellement naturelles pour moi, mais que j'ai tellement appris dans un cadre scolaire que Alors je les transpose très facilement dans le travail, mais je ne sais pas les vendre dans le travail. Ou je ne sais pas les vendre avant de prendre un travail. Et moi je suis très frappé parce que des étudiants UTC se vendent classiquement, au lieu de montrer qu'ils ont fait telle association, tel travail, qu'ils ont fait une PR avec telle chose, telle chose, telle chose. Et quand vous parliez du recruteur tout à l'heure, qui recrute ou pas, quand vous avez votre entretien, après le recruteur RH, avec le responsable de service, le responsable de service, ce qu'il veut, c'est être rassuré sur est-ce que cette personne
dans 3, 4 ans, 5 ans, elle sera toujours efficace pour moi. Et la technique aura évolué. Donc ce qu'il va regarder, c'est êtes-vous capable de vous adapter? Êtes-vous capable d'être souple? Êtes-vous capable de... etc. etc. Et donc ça, malheureusement, vous ne le vendez pas. Vous ne le vendez pas parce que vous l'avez tellement intégré dans votre quotidien que vous n'êtes pas dessus. Ou vous êtes encore un petit peu fragile parce que vous avez encore un peu peur de l'entreprise, des recrutements, vous n'avez pas encore trop l'habitude. Donc concrètement, ce qu'on a mis en place, c'est de se dire, la partie institutionnelle, on va la demander, mais on va essayer de mieux vendre ça pour que ce soit plus utile aux étudiants, donc de mieux leur montrer le chemin. Et pour ça, on va faire 2 choses. La première chose, c'est qu'on vous demande au niveau du stage de formaliser les compétences du stage et de montrer le portfolio à la personne qui vous suit dans l'entreprise. C'est là que j'interviens, c'est que jusqu'à présent, on a bien pu cerner l'intérêt du portfolio pour les étudiants. Et donc là, on aborde comment est-ce que l'étudiant l'utilise et maintenant ce qui est demandé aux étudiants de faire et quelles sont les pratiques qu'ils doivent avoir avec ce portfolio à l'UTC pendant leur cursus. Alors, pour le stage qu'on a fait, on s'est posé la question de où le portfolio était le plus utile. Et le portfolio le plus utile, en fait, au moment où je vais rechercher un stage, si je veux faire la différence au niveau du recrutement de stage, on va demander évidemment de ma technique, mais bon, stage TN9, technicien supérieur, école d'ingénieur, on est un peu dans un magma, un peu, c'est difficile de se différencier. Et si à ce moment-là, je sais remettre en avant certaines compétences transversales et je sais le montrer, je me vends mieux. Donc l'idée, c'est qu'on utilise le portfolio pour que l'étudiant se dise, j'ai telle et telle compétence que je peux mieux mettre en avant, je vais pouvoir les mettre en avant. Après, on s'est dit que ce qui était aussi intéressant, c'est que le tuteur d'entreprise, au-delà du fait qu'il confie du travail, qu'il aide, qu'il fasse progresser, ce qui n'est pas donné à tout le monde, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un super tuteur d'entreprise, enfin quand même en général ça se passe plutôt très bien, mais quand même, c'est que le tuteur réagisse par rapport aux compétences transversales. C'est-à-dire qu'on lui montre le portfolio, c'est un prétexte en fait en réalité, c'est un prétexte à dialoguer sur quoi? Comment me percevez-vous? Quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles? De façon complètement décontextualisée, puisqu'on utilise le portfolio, on ne va pas être sur la tâche de travail en tant que telle. Et donc, du coup, la personne va pouvoir s'exprimer beaucoup plus facilement, et vous allez recevoir des informations. Vous en ferez ce que vous voudrez, évidemment, mais des informations qui vous donneront l'image qu'a un employeur de vous en stage. Donc, je marque un point d'arrêt d'ici. Très concrètement, pour nos étudiants, comment utiliser leur portfolio? Le but du portfolio n'est pas de simplement renseigner sur un site web des compétences qu'ils ont pu acquérir, mais c'est bien de créer un dialogue avec leur référent de stage, leur tuteur de stage, pour pouvoir confronter leur vision d'eux-mêmes avec une vision professionnelle. C'est ce qu'on offre, une nouvelle occurrence, une nouvelle capacité à un moment donné, échanger pour avoir un retour plus formalisé, plus intense quelque part en réalité, que bien, pas bien, A, B, C, ça n'a pas beaucoup... Enfin, je ne devrais pas le dire. Oui. Pas un grand sens professionnel, ABC. Donc c'est très les notes. ABC, c'est notre système de notation. C'est vraiment de revenir sur ce sujet, concrètement, ce temps d'échange. Il se fait, tant mieux. Il ne se fait pas, tant pis, c'est la vie. Mais par contre, on crée cette occurrence. Plus derrière, sur le TN9, on pense que ça sera à peu près comme ça. Et sur le TN10, quand vous êtes beaucoup plus près, quand vous savez vraiment plus les choses que vous voulez, quand vous voulez vraiment négocier votre stage TN10, parce que vous êtes peut-être sur votre recherche de premier emploi directement, on a ce point de vue d'entreprise sur nos propres compétences à revaloriser. Tout à fait. Très bien. Oui, et donc, une fois que les étudiants ont eu cet échange-là, comment est-ce que derrière à l'UTC, ce système de compétences au sein du portfolio est utilisé? C'est lors de la soutenance de stage, lors de leur rapport de stage, qui est demandé, du rapport ou la soutenance peut-être? Alors, dans les deux. Étudiants. On va demander un petit chapitre compétences, pas grand-chose, on ne va pas non plus chercher à vous compliquer la vie, puisque ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt l'échange, c'est plutôt que vous en serviez pour vous. En réalité, académiquement, le retour pour nous n'est pas très, très, très pertinent. C'est juste un intérêt de nous aussi qu'on comprenne mieux ce qui se passe et qu'on vous aide dans l'échange. Donc au moment du rapport de stage, il y aura un petit chapitre compétences qui vous permettra de dire voilà les éléments que j'ai mis en avant, voilà ceux que j'ai pu acquérir, ceux que j'ai pu développer. Donc, vous obligez à mieux formaliser les choses sur le sujet. Au moment de la soutenance, il y aura un petit temps rapide, parce que les soutenances sont rapides, pour évoquer ça, à nouveau, pour vous mettre en occurrence. Et ça sera tout. Parce qu'en fait, on ne cherche pas à valider ces métacompétences, on cherche à vous permettre de mieux les utiliser. C'est là que je me permets donc aussi de faire un autre petit point d'arrêt. Donc, je pense que maintenant on comprend un peu mieux l'intérêt et comment les étudiants peuvent l'utiliser pour eux. Néanmoins, le système compétences reste une condition diplômante pour le diplôme. Et il y a ce site web sur lequel qui est le portfolio, sur lequel on peut apercevoir quelles compétences nous avons validées et lesquelles il nous reste à valider.
Du côté disciplinaire, c'est relativement simple à apercevoir. On valide une UV, une unité de valeur qui sont nos matières UTC, on obtient une compétence, plus ou moins selon les référentiels de chaque branche. Du côté transversal, qui sont aussi une condition diplômante, donc, comment est-ce qu'on les valide? C'est à chaque étudiant de renseigner pourquoi il pense avoir validé telle ou telle compétence, et derrière, qui valide, comment ça se passe? Alors, comme je vous le disais, la problématique, c'est qu'on avait le choix entre faire une usine à gaz, de validation complexe et de toute façon qui n'avait pas beaucoup de sens puisque la compétence était quelque chose qui s'ajuste à une réalité organisationnelle. Vous pouvez très bien être compétent dans telle entreprise et moins compétent dans une autre entreprise pour le même travail. Simplement, je vais prendre un exemple. La sécurité nucléaire, c'est pas tout à fait la même chose que d'autres sécurités, ou la sécurité alimentaire, enfin peu importe. Voilà. L'important pour nous, ça n'a pas été de... Et c'est peut-être un problème d'ailleurs de compréhension. On ne cherche pas à vous faire valider les compétences en elles-mêmes. On cherche à se faire rendre compte que on cherche à vérifier que vous avez fait l'effort de production de la ressource. On est vraiment dans l'appui à ce que vous développiez des choses, appui partagé, puisque vous nous aidez aussi à valoriser le système. Donc, mais par contre, on ne va pas vérifier chaque compétence, on va vérifier que vous avez rempli le portfolio le plus sincèrement possible, entre guillemets. Il y aura forcément des gens qui ne vont pas jouer le jeu, etc., mais le plus sincèrement possible, parce qu'en fait, c'est vous qui allez être le principal bénéficiaire sur le sujet. Donc, on ne vérifie pas compétence par compétence, on vérifie l'effort sur le sujet. Qui a été fait. Et le retour, évidemment, de l'entreprise sera intégré au stage, mais il est minime, parce qu'évidemment, ce n'est pas pour nous l'élément clé pour le délivrer un diplôme d'ingénieur, mais évidemment, on le prendra en compte si jamais on nous dit que ça ne va pas du tout, que tout dysfonctionne, on vous enverra un message. Alors, ce n'est pas une note, mais on vous enverra un message en disant « Faites attention ». Ça peut être dangereux pour vous. D'où le retour d'une étudiante à ce sujet qui me dit pourquoi on ne peut pas valider de compétences avec le stage, pourquoi n'est-il pas aussi de compétences validées spécifiquement par le TN9 comme par le TN9, ça pourrait se faire dans n'importe quelle branche à peu près. Ici, je pense que la réponse serait donc si j'ai bien compris, de dire que le TN9, c'est justement ce qui valide l'ensemble des compétences transversales, ou du moins c'est par le TN9 qu'on cherche à avoir cette réflexion autour des compétences. Qu'on cherche non pas à valider l'ensemble des compétences, mais à valider la démarche que vous avez mise en place, c'est-à-dire la démarche de vous construire ou d'affiner votre projet personnel et professionnel. À côté de ça, il y a des ouvertures qui ont été faites pour la reconnaissance de compétences disciplinaires dans le TN9, dans l'ATX, dans les PR. Hein. Il est possible, dans le référentiel disciplinaire, de faire un justificatif comme quoi on a validé une compétence par notre stage. Voilà. Il va être évidemment beaucoup plus difficile à justifier, puisqu'on va être très proche d'une validation des acquis expérientiels en tant que tel. Donc ça va être un parcours un peu difficile. Je le dis parce que certains étudiants vont pouvoir se dire « j'ai pas réussi dans tel UV, je vais pouvoir réussir par le biais du stage ». Ça va forcément être plus difficile. Mais c'est une possibilité qu'on laisse ouverte, non pas tant pour les compétences disciplinaires, parce qu'en général, vous lui réussissez à les avoir. Ça pose pas de gros problèmes quand même. C'est plutôt pour dire, il y a peut-être quelque chose que vous avez fait à côté, qui est super intéressant à valider et à montrer, et qu'on considère pas comme, parce qu'elle fait pas partie de ce qui a été fait, tout simplement. Donc c'est plutôt ça. Moi, j'ai vu des exemples en stage où vous avez développé des compétences. Moi, j'étais abasourdi. Je me suis dit, il arrive, il se retrouve dans des situations compliquées, il fait quelque chose sur lequel il n'a été jamais préparé réellement, etc., et il assume en faisant des choses ou en profitant. Et ça, c'était dommage de ne pas le valoriser. Donc, on l'a mis en place. Ça ne va pas être le chemin le plus facile pour valoriser une compétence disciplinaire, mais ça existe. Donc, ça, c'est pour dire que ça existait. Mais grosso modo, on n'est plus dans les compétences transversales, on bascule dans les compétences disciplinaires. Très bien. Peut-être, on approche, je pense, de la fin de l'interview. Je me permets de vous montrer un extrait d'une série, donc c'est de la série Suits. Je ne pense pas que tout l'extrait sera dans le podcast, on va devoir faire un peu de montage car l'extrait est légèrement long. C'est dans un cadre d'entretien d'embauche. La responsabilité civile est engagée soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne fautive ou légalement présumée fautive l'obligation de réparer le dommage subi par une ou plusieurs autres. Comment savez-vous tout ça? Je l'ai appris quand je révisais pour le barreau. Ok, l'artiste. Allumez-moi ce portable. Je vais vous montrer ce qu'un avocat d'Harvard sait faire. Choisissez un sujet. L'antidatage des stock options. Bien qu'antidater des stock options soit légal, cela peut être considéré frauduleux au regard de l'article 409A de l'IRC. Vous oubliez la loi Sarbanes-Oxley?
Après 2007, la loi Sarbanes-Oxley est invalidée par le délai de prescription. Sauf si vous trouvez d'autres actions pour étouffer l'infraction, comme l'a établi la 6e juridiction de mai 2008. Très impressionnant, mais vous êtes assis devant un ordinateur. J'étais en train de jouer. Désolé, mais si vous voulez me battre, il va falloir me défier autre chose. Comment retenez-vous tout ça? Je vous l'ai déjà dit, j'aime lire. Et quand je lis quelque chose, je l'assimile. Une fois que je l'ai assimilé, je peux plus l'oublier. Et pourquoi le barreau? J'avais parié avec un abruti que je pouvais l'avoir sans aller en fac de droit. Et la fin de la scène reporte plutôt sur du pathos, dans lequel Mike Ross, donc l'étudiant de notre cas, cherche à démontrer de sa situation compliquée, mais que grâce à sa capacité, il a toujours à peu près réussi à s'en sortir. Pensez-vous ici que Mike Ross démontre de ses compétences et le démontre de la bonne manière? C'est complexe de répondre parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui va démontrer qu'il est supérieur au dispositif. Et donc, forcément, dans une situation de communication, c'est pas le mieux, surtout quand l'autre pense avoir le pouvoir. Donc, à mon avis, c'est une erreur. Après, dans la série, il y a quand même quelques cas où ça existe. Hein. Moi, je l'ai vu dans des univers extrêmement concurrentiels. Par exemple, dans la finance, on admet qu'on cherche en face de vous quelqu'un qui soit supérieur parce qu'on est vraiment dans la performance et le culte de la performance et on est en mode guerrier permanent. Et généralement, ça ne fonctionne pas trop. Déjà, voilà, ça c'est l'élément clé. L'autre élément, c'est qu'il se base beaucoup sur le savoir. Oui. Il dit « je sais ». Mais on ne lui dit pas « je sais ». On lui dit « est-ce que tu sais t'adapter à la situation ?» Et là, manifestement, il joue à pile ou face sur s'adapter à la situation. Alors, s'il est dans cet univers extrêmement concurrentiel, type finance, ou monde avocat américain, c'est à peu près conforme, hein, c'est une bonne idée. Je pense que ça se tente. S'il est dans d'autres univers, ça ne va pas du tout passer. Et c'est vraiment ça la métacompétence, c'est être capable de le comprendre et de s'adapter à ça. Oui, c'est ce que nous trouvions intéressant dans cette scène, c'est qu'ici, il démontre de compétences purement techniques, il a retenu le barreau, mais là, ce que apporterait le portfolio en plus de simplement les compétences techniques que nos étudiants savent démontrer, car ils ont suivi certaines UV, aujourd'hui, c'est d'être capable de dire, et à côté de ça, tel projet m'a permis de développer ma capacité à fédérer, ma capacité à communiquer, ma capacité à... ma capacité à travailler avec d'autres et pas prouver que je suis tout seul au monde, par exemple. Par exemple, très bien. Je vous remercie infiniment pour ce podcast. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. On a pu approcher tout le portfolio et ce à quoi il sert. Sur le portfolio, si vous aviez un dernier mot peut-être à rajouter. Oui, un dernier mot, c'est qu'on va rajouter le portfolio. Comme je vous l'ai dit, on l'a mis sur le stage. Mais il y a un autre élément extrêmement important. Ça ne sera pas fait cette année, parce que malheureusement, la charge de travail étant telle avec la CDC, on n'a pas pu travailler suffisamment. Mais à partir de l'année prochaine, on va mettre en place un appui au développement du projet personnel et professionnel pour mieux vous armer pour le stage, pour votre premier emploi. Donc on va aller sur... Il y a déjà des tas de choses qui existent, hein, des forums, des préparations CV. Là, on va essayer de le structurer un peu plus. Et du coup, le portfolio sera un outil qui s'intégrera parmi tous les autres outils du projet personnel et professionnel. Donc ça, c'est des choses qui vont se mettre en œuvre. Dans la mesure où on approche les thématiques du stage et de l'employabilité, je me permets aussi de préciser que de nombreuses formations sont souvent disponibles à nos étudiants. Par exemple, le pôle des technologies et entrepreneuriales a récemment proposé des formations sur comment se vendre, notamment la junior entreprise, c'est beaucoup de formations sur le CV. Elles sont libres d'accès à toutes, je vous les recommande vivement. Merci infiniment, monsieur, pour votre participation. Nous remercions également les équipes à la régie qui sont derrière, les équipes de la communication de l'UTC pour leur soutien et la CAP, dont vous êtes le représentant en plus de nous fournir ce studio. Merci à tous et à très bientôt sur On Discute.